juste des photos. Ah, il y avait juste des photos en gros plan de un bout de Big Mac, des frites, un sundae, je crois, et il y avait même pas le logo McDonald's. Donc en fait, c'était la publicité pour McDo, mais là c'est quand même très fort de se dire on n'a même plus besoin de mettre son logo. En fait, on comprend tout de suite qui c'est. Coca-Cola, ils ont quand même changé de couleur la tenue du Père Noël parce qu'en fait avant le Père Noël avait une tenue verte et en tout cas, avec Coca-Cola, le Père Noël est devenu rouge, habillé en rouge. Alors Orangina Perrier, c'est plus finalement la génération de vos parents, ma génération, où en fait on avait des images de marque qui étaient vraiment très très fortes avec des publicités qui pouvaient être aussi un petit peu osées, mais la marque était très forte et là aussi on comprenait tout de suite. Vous aviez parlé d'Apple là aussi dans le chat. En effet, Apple, on voit une publicité télévisée. Là aussi, on n'a pas besoin du logo et d'ailleurs ils ne le mettent pas forcément systématiquement. On comprend tout de suite que c'est Apple. Burger King, je mettais là, c'est par rapport à toute leur campagne de communication qui est quand même assez forte, hein. Ils sont accompagnés par une très très bonne agence, qui va être pour moi la meilleure agence de France, mais en tout cas, voilà, avec ces lignes à chaque fois très très punchy et très drôles en fait, et toujours très décalées. 1083 le slip français, je les ai mis aussi pour ce côté made in France qui est très important aussi et qui est très marqué chez eux et avec un côté un peu décalé aussi pour le slip français. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aussi d'avoir une image cohérente? Donc là, vous voyez, je vous montre en fait deux publicités qui sont deux publicités pour des montres. La première qui est pour Breitling, la deuxième qui est pour Swatch. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi d'avoir bien construit sa plateforme de marque? C'est que vous voyez finalement le rendu est complètement différent. Mais pourquoi? Parce que les cibles sont différentes, les messages à passer sont différents et donc finalement quand on porte la montre, on est censé se sentir différent. Donc imaginez qu'on ait l'image de marque de Breitling qui a été associée sur une publicité Swatch, bah, ça n'irait pas du tout, et l'inverse non plus. Quand vous voyez la pub Breitling, qu'est-ce que vous ressentez et pour vous, qu'est-ce que ça dégage et finalement derrière, à qui est destinée cette montre? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Bah, je trouve que ça joue beaucoup sur la masculinité et peut-être l'élégance. Ça va être plus destiné à des hommes d'un certain âge, alors que la pub d'à côté, on peut voir que c'est beaucoup plus coloré, plus fun, donc peut-être une cible plus jeune. Mm. Et il y a le côté aussi chef d'entreprise, on voit la voiture derrière, sur d'autres publics, parfois c'est même un avion, parce qu'à la base c'était aussi les voitures, les montres des, 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 des pilotes. Mais voilà, en effet, tout à fait. Il y a vraiment les cibles qui sont tellement différentes que bah, finalement, on comprend tout de suite que la Breitling, ça va être aussi alors la montre luxe qui dure, et qui donne de l'assurance. Là, quand on voit bah, finalement là, le point levé, il y a quand même ce côté assurance. Et à droite, en effet, bah, cette montre qui est plutôt fun, pop, là c'est le nom de cette Swatch, mais qui est complètement décalé. Et en effet, Swatch, ils sont toujours dans ce côté vraiment décalé. Donc, on est sur deux univers complètement différents. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que en fait votre image de marque elle doit être forte et identifiable. On peut avoir des concurrents qui ont des images de marque complètement différentes et du coup ils vont on va pouvoir déceler tout de suite qui sont. Tout à l'heure, on parlait de McDonald's et de Burger King. Ils vendent exactement la même chose, mais ils ont des images qui sont vraiment complètement distinctes. Donc voilà. Et donc pour construire son image de marque, c'est important bah, déjà de bien comprendre sa marque. Donc vous, c'est quelle est l'entreprise que vous souhaitez développer, qu'est-ce que vous souhaitez faire ressentir finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous. Si on devait vous décrire en quelques mots, qui est votre cible, qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message, quelle est l'image que vous souhaitez de véhiculer, alors l'image positive, hein, bien évidemment, et de ça va découler aussi par la suite
le nom de votre entreprise, un slogan si jamais vous en avez un, toute la charte graphique et ensuite tous les visuels qui vont être que vous allez pouvoir décliner de façon différente. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de bien comprendre qui vous êtes pour pouvoir avancer. Donc en fait c'est la réponse à qui je suis et ensuite ce sera comment on me perçoit. Donc pour ça il faut se poser les bonnes questions. Donc ça va être finalement quels sont vos points forts et en ça c'est important aussi on parlait de concurrence. Donc, certains d'entre vous, vous êtes peut-être sur un marché de niche, mais pour d'autres, finalement, vous avez des concurrents autour de vous, en France ou à l'étranger. Donc, quels sont vos points forts et quels sont aussi les points forts de vos concurrents? Et j'en reparlerai un petit peu plus tard. La veille concurrentielle, c'est vraiment important. De façon générale et même au niveau stratégique et commercial. Pourquoi? Parce que si votre concurrent, lui, est vraiment meilleur que vous sur un aspect, il va falloir que vous évitiez de porter l'accent dessus dans votre communication. Et donc, ça va aussi pour le côté commercial, parce que finalement, votre concurrent, il sera toujours meilleur que vous dessus. Donc voilà, vraiment, vous distinguez-vous ce en quoi vous êtes les meilleurs et ce en quoi aussi vous vous différenciez. Qu'est-ce que vous faites différemment des autres. Ensuite, c'est bien comprendre finalement qui sont vos clients et donc vous avez certainement vu le persona. Donc, quel est votre persona? C'est vos cibles? Qui sont? Que font-ils? Pourquoi est-ce qu'ils vont consommer votre produit? Comment ils vont les consommer ou vos services? Voilà, bien comprendre qui ils sont. Parce que là aussi, pourquoi? Parce que si on reprend l'image de tout à l'heure, si ma cible, c'est une cible plutôt jeune ou plutôt dynamique, fun, etc., on va leur parler d'une certaine façon. Tout comme au niveau après du langage qu'on va utiliser, si ce sont des jeunes, on va plutôt utiliser le tutoiement. Alors que si on est une cible plutôt senior, on va avoir un côté plus institutionnel, ça sera moins décalé et potentiellement on va aller vous voyez de la même façon sur tous les supports de communication ensuite qu'on déclinera, on va utiliser des supports qui seront adaptés à mes cibles. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qui ils sont et pourquoi c'est important aussi de comprendre, c'est parce que on va leur parler aussi par rapport à leur, quand je dis pourquoi ils achètent vos produits, vos services, par exemple, pourquoi ils les consomment. En fait, vous allez, en comprenant qui ils sont, vous allez pouvoir utiliser leur vocabulaire et leur parler comme eux parlent. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont se sentir vraiment concernés. Que dit-on de vous? Là, pour vous, c'est encore un petit peu trop tôt, mais après, plus tard, il faudra vous reposer cette question. Aujourd'hui, comment est-ce que je suis perçue? Voilà, qu'est-ce qu'on dit de moi? Mais même entre vous, à partir du moment où vous présentez votre projet, donc au niveau de chacun de vos pépites locaux, régionaux, essayez de voir avec les autres comment ils perçoivent votre entreprise, parce que ça vous permet aussi parfois d'ajuster. Les autres peuvent aussi vous décrire différemment ou avoir une perception différente de la vôtre qui peut être très intéressante. Quelles sont les valeurs de votre entreprise, les valeurs que vous souhaitez véhiculer? Ça, c'est très important et on va en reparler juste après là pour la plateforme de marque, les messages que vous souhaitez véhiculer. Après, ça peut être aussi, on peut s'associer aussi à des images et donc tout à l'heure, j'entendais parler de la mode. Donc, il y a aussi les mood boards. Ça parlera certainement à certains d'entre vous, c'est de se dire, OK, quelle est la perception que je voudrais donner de mon entreprise? Et donc, si on prend, par exemple, la montre Swatch, peut-être qu'on pourra y mettre, on peut mettre des photos de bulles, on peut mettre plein de couleurs, on peut mettre du fun, on peut mettre des mots, des couleurs, des photos qui nous semblent correspondre à ce vers quoi on tend. Et ensuite, le lexique, ça c'est important. Donc, c'est vraiment le vocabulaire que vous allez utiliser pour parler de vous. Et voilà. Je voulais vous faire une petite parenthèse aussi sur tout ce qui est marketing, le marketing territorial et marque employeur, pour comprendre aussi l'utilisation par d'autres. Ce ne sont pas des entreprises, mais j'ai fait exprès pour vous montrer finalement comment on peut vouloir développer sa notoriété, augmenter l'attractivité de son territoire, par exemple, comme je vais vous le montrer, avec notamment des logos, par exemple, ou des campagnes de communication. Donc là, Only Lyon, qui sont une grosse référence au niveau marketing territorial, c'était dans les premiers à faire, qui jouent sur le Lyon et la ville Lyon. La Bretagne, on va les voir ensuite, qui joue beaucoup
sur le drapeau et sur tous les clichés de la Bretagne. Berlin, donc c'était Be Berlin, et donc là en fait ils avaient décliné avec tout ce qu'on peut être quand on est berlinois, quand on est à Berlin, be open, be free, on est ouvert, on est libre. Copenhague, eux, ils avaient joué sur le open de Copenhague. Et en fait, on est ouvert à vous, on est ouvert pour tous. Et donc, en fait, ils avaient décliné ça comme ça sur toute une série de petits pictos, on va dire, où le open a changé à chaque fois de couleur. Donc, open for everyone avec le drapeau LGBT. Open for shopping. Donc là, on reconnaît, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on a un sapin de Noël qui est composé de plein de petites étoiles. Donc, en fait, à chaque fois, il déclinait sur ouvert, voilà, sur l'ouverture en fait de cette ville. Donc là, vous voyez la Bretagne. Donc ça, c'était une ancienne campagne qui était ici aussi. On a et en fait, c'était un petit peu le côté fun. Voilà, ici aussi, on a des transports en commun bondés. Et voilà, on voit les enfants qui sont en fait sur le vélo. On a des hipsters, ben, c'est le marin traditionnel breton. On travaille en open space. Bah là, l'open space, c'est juste que voilà, on est ouvert et on devine qu'on a la mer derrière. On a marché aux puces. Sauf que là, en fait, c'est le côté plus intellectuel avec les puces électroniques. Il y avait une autre série de campagnes qui avait été déployée aussi pour montrer des paysages bretons qui font rêver et avec le jeu de mots par rapport ouais, à des endroits qui pourraient ressembler qui pourraient ressembler à la Bretagne en fait, mais qui sont à l'étranger. Donc voilà, en fait, ça c'est un des exemples qui montrent l'importance en fait de cette marque forte et de décliner de façon forte. Le seul voisin un peu bruyant, c'est l'océan. Au niveau marque employeur, c'est la même chose. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez décliner par la suite à partir du moment où vous allez embaucher, si vous embauchez. On parlait de Burger King, etc. Ils ont en fait, eux, ils continuent aussi ça au niveau interne. Donc en fait, la marque employeur, elle peut être complètement différente de ce que l'on communique à l'extérieur ou en fait ça peut être vraiment toujours sur le même style. Donc ça c'est une compagnie d'aviation Virgin Atlantic et qui avait monté une campagne vidéo où en fait chaque personne qui travaille pour cette compagnie était montrée en tant que super-héros, mais en fait en mettant en valeur leur qualité et comment ils étaient aussi un petit peu en tant qu'enfants. Et donc en fait on voyait chacun, ça peut être par exemple en train de jouer un instrument de musique, en train de faire un peu le chef d'orchestre, etc. Et en fait après c'était décliné par rapport à leur poste d'aujourd'hui. Donc c'était une campagne qui était assez fun et donc finalement ce côté décalé pouvait donner envie de les rejoindre si on aimait bien ce côté un petit peu décalé. Et surtout, ce qu'on comprenait, c'était le fait que, en fait, eux, ils embauchaient des talents. Ils embauchaient ces super-héros avec les qualités exceptionnelles. Et donc, si on a envie d'être considéré finalement chacun est ordinaire mais en fait est un peu un super-héros de l'ordinaire et donc on n'est pas un numéro parmi tant d'autres, ça peut donner envie d'aller chez eux. En termes de marketing produit, mais alors eux, ils font aussi le marketing, la marque employeur qu'on va voir après. Michel et Augustin, pour moi, ils font partie des premiers à avoir vraiment joué le jeu là-dessus et depuis tout début. En fait, les deux fondateurs que vous voyez là sur la couverture de Management oui, de 2009, donc là, c'était vraiment les débuts. Et en fait, au départ, ils ont commencé qu'à deux et c'était eux qui faisaient aussi les gâteaux, les cookies, etc. Et donc, en fait, ils étaient partis sur le côté vache et en fait, ils s'habillaient en vache pour faire goûter leurs produits sur le parvis de la Défense, par exemple, où ils allaient sur des gares, etc. Donc, au départ, ils ont commencé comme ça. Et surtout, si vous connaissez la marque, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a vraiment envie de lire tout le packaging parce qu'il y a pas mal d'humour dessus, il y a beaucoup voilà, d'éléments de lecture.
Et leurs publicités sont aussi toujours très drôles. Et moi, je sais que j'ai un de mes fils qui adore le riz au lait. Et le jour où en fait il a goûté un riz au lait Michel et Augustin, c'était marqué qu'il fallait tourner la cuillère deux fois à droite et une fois à gauche. Et donc il l'a fait parce que ça le faisait rire de faire ça. Mais en fait depuis c'est resté alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas mangé de riz au lait Michel et Augustin. Donc en fait ça vraiment ça marque et surtout encore une fois ça donne envie à chaque fois de lire toutes les petites lignes qu'on lit pas habituellement parce qu'il y a ce côté fun. Et en fait, ce côté décalé là des trublions du goût, il a été décliné aussi vraiment au niveau marque employeur, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on passe un entretien chez eux, on va aussi devoir faire un gâteau. Il y a toute une phase d'entrée chez eux qui est vraiment d'onboarding qui est assez exceptionnelle et qui est vraiment sur ce côté fun. On parle pas de siège ou d'agence, on parle de bananerie. Enfin, voilà, ils ont tout un vocabulaire qui est vraiment qui leur est vraiment propre et surtout ils ont ce côté fun qui apparaît vraiment régulièrement en interne au niveau des collaborateurs et ils ont fait cette publicité donc vous connaissez peut-être enfin c'est pas une publicité en fait c'était vraiment une campagne de recrutement. C'était à Lyon, donc la bananerie de Lyon qui avait besoin de recruter. Et en fait, la DRH est venue dans le métro alors, avec le tablier, parce que maintenant, à chaque fois, ils sont avec leur tablier. Et donc, ça a été filmé par à la fois eux, leurs équipes, mais aussi par tous les gens qui étaient dans le métro. Et donc, elle était avec les offres qui étaient imprimées. Elle avait une douzaine d'offres qui étaient ouvertes. Et donc, elle disait qu'elle recherchait voilà, un ceci, un cela. Et en fait, à la fin, c'était est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a la belle-sœur, qui a un beau-frère, etc., qui cherche un job. Et donc, ça a été vu tout de suite énormément de fois. Ils ont reçu plus de 1000 candidatures, mais dans la foulée, vraiment direct. Donc ça montre que finalement, que la façon dont c'était fait, c'était tellement fun. Et au début, et à ce moment-là, les réseaux n'étaient pas encore aussi virulents, aussi forts qu'aujourd'hui. Et ça s'était diffusé, ça avait été assez incroyable. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, on voit l'importance de ces marques employeurs et de cette image forte. En revanche, faire attention parce que parfois, on peut créer des bad buzz de deux façons différentes. Soit en voulant être un peu trop borderline, et je sais que l'agence qui travaille donc l'agence qui s'appelle Buzzman, qui travaille pour Burger King, parfois ils se disent qu'ils peuvent être un petit peu à limite et ça leur a joué des tours parfois et après ils arrivent à reprendre le dessus. Mais il faut faire attention ou ça peut être aussi parce qu'on n'a pas forcément fait attention à ce qu'on faisait. Et donc là, c'est l'exemple de H&M qui avait fait. Donc c'était un tweet avec une photo d'un petit garçon qui avait un sweat à capuche. C'était marqué "Coolest monkey in the jungle", donc le singe le plus cool de la jungle. Et donc forcément là, c'était un bad buzz direct. Et donc là, après derrière, il faut remonter hein, quand on a un bad buzz. De la même façon, Numéricable, ils avaient sorti une publicité sexiste, donc qui était téléchargée aussi vite que votre femme change d'avis. N'attendez plus passer à la fibre. Donc là, mais il y a eu des déferlantes de commentaires sur ce tweet, sous ce tweet, et ils se sont fait vraiment attaquer en tant que sexistes. Et finalement, assez rapidement, ils ont fait une deuxième publicité, donc un deuxième tweet qui est téléchargé aussi vite que votre mari oublie ses promesses. N'attendez plus passer à la fibre. Et donc on ne saura jamais si c'était prévu ou pas, mais en tout cas, ça, sur le coup, ça a eu vraiment des répercussions très négatives. Donc voilà, faut faire attention. L'humour aussi, c'est bien, mais il faut faire attention à bien jauger. Si on n'est pas un peu trop au border ou si voilà si c'est malvenu de faire ce que l'on fait. Hop. Donc vous avez compris, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une image de marque qui est forte. Et donc, on va travailler sur sa plateforme de marque. La plateforme de marque, ça va être vraiment ce document de synthèse qui va vraiment formaliser toute cette identité de marque, cette image de marque, et qui va permettre de structurer finalement
à la fois toute sa réflexion, et donc ça va être la réflexion que vous avez menée aussi de toute façon forcément sur le début hein, de votre projet, et ce qui va permettre aussi d'assurer vraiment la cohérence au niveau bah, de tous les outils de communication que vous allez décliner par la suite. Et donc, c'est ce qui donne aussi bah, un ADN commun. Vous allez voir sur chacune des slides, je vous ai mis différents visuels que j'avais pu trouver voilà, sur des plateformes de marque. À la fin, je vous détaillerai les éléments principaux qu'il faut absolument avoir dans sa plateforme de marque. Mais parfois, on peut en rajouter certains. Là, je vois par exemple héritage, les points forts d'ancrage historique. Évidemment, sur toutes les grandes marques de couture, par exemple, comme on parlait de couture tout à l'heure, et des marques de luxe, évidemment qu'il y a toute une part héritage là qui peut être très forte sur ces entreprises-là. Euh, mais voilà, donc vous verrez à chaque fois qu'il y a des mots-clés différents sur ces plateformes de marque, mais certains qui sont identiques partout. Alors, comment est-ce qu'on travaille cette Moi, plateforme de marque? Donc, il faut. perdón, excusez-moi. Vous m'avez parlé? Oui, oui, excusez-moi. Est-ce que vous pourrez amplifier l'écran parce qu'on voit la diapositive suivante, donc celle que vous présentez est toute petite. Bon, pas hyper petite, mais Ah la, bah, je peux pas le faire autrement en projection. fait. Ou alors, je vais mettre fin au diaporama comme ça, c'est mieux. Non, c'est toujours pareil. Peut-être un paramètre d'affichage. Ah, et là, on voit le mode édition. Comment? Là, on voit le mode édition, le mode on voit PowerPoint, mais pas le partage. Ouais, mais Peut-être je si peux vous... pas le faire. Là, je suis en mode partage d'écran là, hein. oui, mais le diaporama c'est en mode édition, c'est pas en mode présentation. Je pense que c'est comme ça, juste il faut que Là, ça va? euh, vous cliquez sur Là, partage. ça va? Non, Oui, oui, on voit très bien votre écran. on voit votre écran, C'est mais mieux qu'avant? la diapositive petite. Voilà, Oui, c'est bon. parfait, parfait, là c'est parfait. Merci. Donc, alors, les plateformes de marque, en fait, c'est assez récent, hein. Ça fait peut-être une petite dizaine d'années qu'on commence à en parler. Où, en fait, forcément, donc là, les entreprises ont commencé à travailler sur leur plateforme de marque avant la création d'entreprise. Et donc, c'était une démarche qui était participative et collaborative, où on prend des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, qui viennent d'arriver, qui sont à des postes de direction, à des postes et à d'autres postes. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir plein de profils différents, de comprendre finalement comment l'entreprise est ressentie, comment les outils de communication sont ressentis. Enfin, voilà, de comprendre vraiment le tout. Euh, Là, pour vous, et donc il y a cette phase de, alors d'abord d'audit, où on va écouter, et ensuite d'analyse et de synthèse, et ensuite on va retranscrire sous une plateforme de marque. Pour vous, c'est différent parce que vous êtes en pleine construction, donc finalement c'est encore plus simple, c'est-à-dire que vous allez mettre dedans ce que vous y souhaitez. C'est pas de se dire bah, finalement comment est-ce que tout le monde ressent l'entreprise, et peut-être que la façon dont elle était perçue au départ est finalement complètement différente aujourd'hui. Vous, bah, vous créez finalement ce que vous souhaitez dans votre marque. Et une fois que vous avez validé cette plateforme de marque, elle ne bouge plus. Alors peut-être que vous allez la retoucher dans une dizaine, quinzaine d'années, mais normalement elle ne doit plus bouger. Et c'est vraiment ce qui va vous servir de base pour la suite et pour toute votre stratégie et tous vos outils de communication. C'est un document qui est censé être interne, mais qui finalement peut être diffusé aussi en externe. Exemple, quand je parlais tout à l'heure bah, des publicités pour les montres. Si il n'y avait pas eu de brief avec la plateforme de marque ou en tout cas les grandes bases vraiment posées, bah, finalement on aurait très bien pu se retrouver avec des publicités complètement différentes puisqu'on devait vendre une montre. Donc si on ne sait pas que la cible est plutôt business, homme, etc. Ou alors plutôt jeune, pop coloré, dynamique, bah, finalement le rendu va être complètement différent. Donc ça, c'est important quand on travaille avec une agence de communication de bien lui donner toutes ces directions-là.
Mais ensuite, c'est ce qui va permettre aussi, aujourd'hui, vous êtes tout seul, potentiellement, vous pouvez travailler avec des agences de communication. Plus tard, peut-être que vous aurez des charges de communication en interne. Donc, ce qui est important, vous prendre des stagiaires et puis avoir des stagiaires différents qui passent ou des apprentis. Et donc, ce qui c'est que, quelles que soient les personnes qui utilisent, qui mettent en œuvre la communication, il faut qu'elle reste la même. Il faut, comme on disait tout à l'heure, on va reconnaître cette publicité McDo, on reconnaît, Apple, on reconnaît, voilà, il y a des marques comme ça, on voit, on reconnaît tout de suite. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi pour éviter d'avoir, et notamment au niveau charte graphique, d'avoir des documents qui se ressemblent pas les uns des autres, qui sont pas chartés, où on va pas reconnaître tout de suite l'identité de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, c'est un document qui peut parfois être affiché dans l'entreprise. Normalement, il n'a pas forcément vocation à être affiché pour le grand public, parce que c'est vraiment le document interne. Maintenant, parfois, certains ressentent le besoin de le mettre même sur le site internet, ou en tout cas de valoriser ne serait-ce que la vision, la mission de l'entreprise, les valeurs, c'est important. Mais je sais que quand à l'époque où j'accompagnais certains étudiants pépites, je me souviens de l'un d'entre eux qui montait un restaurant qui était vraiment avec une forte identité, développement durable, économie sociale et solidaire, etc. Enfin, il avait vraiment une identité qui est très, très marquée. Et en fait, je lui disais que dans ce process de recrutement là qui commençait, il allait falloir absolument que toutes les personnes qui allaient travailler pour lui soient vraiment dans cet état d'esprit-là, parce qu'autrement, ça pourrait pas marcher et il pourrait pas continuer longtemps à travailler avec eux. Donc là, c'est vraiment important c'était vraiment important. Je lui ai dit, il faut non seulement que ça soit présenté au moment de l'entretien, mais surtout que ça soit affiché presque, par exemple, l'endroit où tout le monde passe, c'était la cuisine, et que dans la cuisine, il fasse ça de façon assez jolie et qu'il y ait cette plateforme de marque qui soit bien affichée pour qu'on l'ait toujours en tête. Donc, au niveau des indispensables de la plateforme de marque, donc vous allez avoir la vision. Donc, la vision, c'est votre regard sur le marché par rapport aux concurrents. Je vais vous montrer après des exemples. La mission, donc c'est ce pourquoi vous existez, ce que vous mettez en œuvre. Les valeurs, ça vous en doutez, c'est la réponse à pourquoi vous le faites. La promesse qui est aussi importante, c'est ce que vous promettez à votre client, à votre consommateur. Et ensuite, l'identité, ça va être toute la traduction de votre promesse. Et en fait, là, on est plutôt sur le côté charte graphique qu'on va décliner après. Et là, on va retrouver Evian. Evian, si en regardant la bouteille, si je vous avais demandé ce que vous évoque finalement cette bouteille, en général, les réponses, c'est il y a l'eau, il y a la pureté, il y a les Alpes, il y a la jeunesse, parce qu'on a en tête aussi toutes les publicités, et il y a ce côté-là, le rose, etc. Et finalement, quand on voit, et donc à partir du moment où il y a la jeunesse, il y a aussi le côté santé, parce que si les bébés peuvent boire cette eau, ça veut dire forcément qu'elle est saine. Et en fait, quand on compare avec la plateforme de marque, leur valeur, c'est pureté et naturel, ce qu'on comprend puisque finalement, c'est de l'eau qui coule de la montagne. La vision, c'est la santé par l'eau. La promesse, source de jeunesse, d'où toutes les publicités qui existent depuis toutes ces années, où en fait on voit des bébés en fait à partir du moment où ils sont plongés dans l'eau, ils sont transformés en bébés, ou quand ils boivent, ils sont transformés en bébés. Il y a eu aussi pas mal de stars qui ont joué le jeu et en fait elles sont transformées aussi en bébés, même sur les bouteilles. La mission, évidemment, qui correspond à la vision, là on est sur le bien-être. Et le style, on est minéral, épuré et les Alpes. Voilà, donc là en fait on voit vraiment que la plateforme de marque, elle n'a pas bougé depuis des années et que ça correspond vraiment bien à l'image qu'on peut s'en faire. Levi's, qui est une marque qui revient à nouveau un peu à la mode, mais qui l'était plus ces dernières années, mais qui avait une image de marque très très forte il y a encore une vingtaine d'années, à l'époque où c'était quasiment le seul jean. Les publicités de Levi's, elles ont évolué. On est passé avant, c'était plutôt le jean des cow-boys. Mais qui dit jean des cow-boys dit le côté solidité, parce qu'ils passent leur journée sur leur cheval. Donc, il faut que le jean, malgré le frottement contre la selle, soit solide.
Et donc, il y a ce côté un peu liberté, l'homme qui est sur son cheval avec sa paille, etc. Et donc, on a un côté aussi vraiment voilà l'authenticité du Far West. Et dans des pubs plus récentes, il y avait notamment, je me souviens, un couple qui se courait là, qui courait l'un après, enfin, je sais plus si c'était l'homme ou la femme, enfin, il y avait l'un des deux qui courait après l'autre. Et en fait, enfin, ils couraient dans un immeuble et en fait, tout se cassait derrière eux. Et en fait, on voyait qu'ils pouvaient sauter, etc. Et donc, en fait, là encore, on comprend la solidité finalement de ce jean parce qu'on a beau courir, sauter, etc. En fait, on a quand même ce jean qui reste solide. Il y avait ce côté quand même un peu jeunesse et puis la liberté toujours, hein, comme au niveau du cow-boy. Et donc là, au niveau des valeurs, on a ce côté éthique, inventivité, authenticité, solidité. Le contraste, c'est être la marque d'un style de vie jeune et libre. Finalement, aussi bien le cow-boy que ces jeunes-là, ils étaient oui, jeunes et libres. Ambition, devenir la marque la plus innovante du marché. Et vision, un jean moderne qui allie tradition et innovation. Et en fait, on était vraiment plein dedans aussi, quelle que soit la période. Là, c'est pour vous montrer que finalement, les plateformes de marque, elles peuvent être présentées aussi bien, enfin voilà, avec un simple document Word et de façon voilà très très simple, et ou autrement, voilà, rajouter un petit peu des pictos et puis de la couleur. Ça, c'est l'exemple aussi d'une plateforme de marque qui est assez remplie pour la Jeune Chambre économique française à laquelle j'avais contribué. Et là, on était vraiment rentré dans les détails à tout point de vue, la vision, l'enjeu, la mission, le positionnement, la promesse, les valeurs, bénéfices, les preuves, les métiers, le public, etc. Donc voilà, on était vraiment rentré dans les détails. Donc, une fois qu'on a défini notre image de marque, notre plateforme de marque, donc on a les bases et ensuite, on va pouvoir travailler à notre stratégie de communication. Juste pour savoir, j'imagine que vous avez tous des profils différents. Emma, est-ce que tu sais quels sont les profils des différentes personnes qui sont là au niveau des projets d'entreprise? Euh, il y en a plein du coup que je connais pas qui viennent de d'autres pépites. Alors, ceux de la région, Donc, en tout cas? il y en a dans la mode, enfin, c'est assez varié, dans l'agroalimentaire aussi. C'est assez varié. Ok, merci. Euh, Donc, la stratégie de communication, c'est en fait, ça va être tout ce qui va vous permettre de déterminer ce que vous allez faire dans l'année pour atteindre vos objectifs de communication. Tout comme vous avez votre stratégie d'entreprise, là, ça va être la stratégie orientée sur les actions de communication par la suite. Et donc, là encore, on va définir quelles sont nos cibles, quels sont nos objectifs, quel est notre budget. Enfin voilà, vous allez voir tout ce qu'on va décliner. Mais donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette stratégie pour avoir cette vision d'ensemble avant de pouvoir rentrer dans le détail et d'être sûr surtout de rien oublier. Parce que on imagine dans la stratégie, on sait qu'on veut participer à des salons, on sait que on a un salon qui est positionné à telle date, mais ensuite on va pouvoir faire un plan de communication spécifiquement sur ce sujet où on va éviter de tout oublier. On va lister ensuite tout ce qu'on doit faire et toutes les actions à mener pour cela. Mais en fait, en ayant votre vision d'ensemble, ça va vous permettre aussi de faire des choix. De faire des choix à la fois au niveau du planning, mais aussi au niveau du budget, par exemple. Voilà, ça c'est important d'avoir cette vision à l'année comme vous l'avez au niveau commercial. Donc, ça va définir votre vision et vos orientations. Et donc, ça doit être réalisé en amont, comme je le disais, et éviter d'oublier de se poser toutes les bonnes questions et d'agir au dernier moment, en fait. Donc, ça va permettre de définir les messages que vous souhaitez transmettre, vos objectifs, les supports et les canaux de communication adaptés, et ensuite de pouvoir réaliser le plan de communication. Donc, en fait, c'est très simple, hein, on peut répondre au fameux QQQ-CCP, se répondre aux traditionnelles questions. Donc, pourquoi ça va être les objectifs, les raisons de communiquer, qui c'est votre audience, le public cible, quoi c'est les messages, les axes de communication, comment ça va être tous les outils, quand c'est votre planning et combien c'est le budget. Donc, pourquoi communiquer?
Et pourquoi établir cette stratégie de communication? Donc, je vous le disais, hein, c'est indispensable d'avoir cette vision globale de toutes les actions de communication que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour vous permettre finalement à la fois d'optimiser au niveau du budget, et ça on va en parler après, de maîtriser votre planning et de savoir finalement tout ce qu'il y a à faire et de définir aussi quelles sont les priorités. On peut avoir plein d'idées, de choses à mettre en œuvre au sein de l'année, mais voilà, surtout la première année, première, deuxième, troisième année, il y a des priorités, on va pas pouvoir tout faire d'un coup. Donc c'est aussi se dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai demain pour pouvoir dispatcher comme ça toutes les actions qu'on souhaite mener. Ce qui est important aussi, c'est de se poser la question de vraiment pourquoi on souhaite mener ces actions de communication. Quels sont nos objectifs? Est-ce que c'est un objectif d'incitation à l'achat? Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Je veux juste me faire connaître. Et par la suite, ça peut être aussi de la fidélité, de l'engagement, etc. Donc, ce qui est intéressant aussi, notamment par exemple pour l'incitation à l'achat, c'est de créer des indicateurs de résultats pour être sûr que vos actions fonctionnent, parce que parfois, en fait, on peut se dire qu'on peut avoir de très bonnes idées, mais au regard des indicateurs qui existent, on s'aperçoit que finalement, ça n'a pas marché tant que ça, donc ça peut-être pas à refaire une prochaine fois. Mais c'est vraiment important de toujours se demander pourquoi je le fais, et on le verra après, mais le pour qui, quelle est ma cible, pourquoi je le fais, quel était le message que je voulais faire passer. Ça, c'est vraiment à chaque fois, faut se reposer la question régulièrement. Et quand je travaillais au labo, on travaillait sur un événement, et donc il y avait un apprenti qui était avec moi, qui travaillait sur ce projet. Et puis à un moment, il fait, on construisait une réunion, il me dit j'ai plein de super idées, et il me présente toutes ces idées. Donc je dis oui, super. Ah, attends, on se pose 2 secondes. Est-ce que tu peux me rappeler l'objectif de l'événement? Hop. Quelle est notre cible? Et là, il l'a mis, il fait OK, j'ai plus qu'à tout recommencer, ça va pas du tout. Et donc, en fait, parfois, si on oublie de se poser ces bonnes questions, on peut avoir des idées géniales, mais finalement qui feront un flop parce que ça correspond pas à notre besoin là du moment. Ça aurait pu être super si on avait cet objectif et une cible différente de celle qu'on avait. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, je vous l'ai dit, c'est important de toujours se demander ce que font les concurrents, d'analyser vraiment le marché global. Pour 2 raisons. À la fois, ça va permettre de s'inspirer sur ce qu'ils font, et ça va permettre de se distinguer d'eux. S'inspirer parce que, alors après, ça peut être aussi pas que de vos concurrents, mais aussi tous les autres, vous dire, tiens, qu'est-ce qui marche chez eux? Qu'est-ce qui fait que là, moi, j'ai acheté ça? Que si vous trouvez une publicité, par exemple, ou un post sur les réseaux sociaux intéressant, pourquoi est-ce que vous l'avez trouvé bien? Pourquoi ça vous a donné envie de liker? Pourquoi ça vous a donné envie d'interagir, etc. Pourquoi est-ce que là j'aime bien ça? Posez-vous à chaque fois ces questions, inspirez-vous. Et je parlais du mood board tout à l'heure, ça peut être aussi, voilà, on peut ajouter ça sur notre mood board. Et se distinguer, c'est ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que en fait, vous ne devez pas refaire la même chose que vos concurrents non plus. Donc, en maîtrisant ce qu'ils font, ce sera quand même plus facile. Donc, quelles sont vos cibles? Donc, les cibles, en fait, elles peuvent être vraiment différentes. Ça peut être vos prospects aujourd'hui et donc clients de demain. Donc, les clients, les prescripteurs, ça c'est important aussi parce que eux aussi ils vont vous aider à trouver des prospects, des clients. Ça peut être des partenaires, et ça peut être vos collaborateurs ou futurs collaborateurs. Là, on est sur la marque employeur. Donc, qui sont-ils? Et c'est ce que je vous expliquais. C'est important de comprendre qui sont, comment ils fonctionnent, comment ils agissent, comment il faut leur parler, etc. Parce que, comme je vous l'expliquais, le message qu'on va porter et finalement les éléments de visuel, la tonalité, etc., ce sera différent en fonction de ces cibles. Donc ça, c'est vraiment important de bien déterminer, sachant que finalement, nos cibles, elles peuvent être différentes en fonction des actions de communication qu'on va mener. Exemple, on se dit, tiens, là, je vais mener une campagne de notoriété au début. Donc là, ça va être assez large, parce qu'en fait, vous souhaitez toucher un maximum de personnes. En revanche, si plus tard, vous souhaitez mener une action plus de fidélisation client, mais en fait, là, vous n'allez parler que à vos clients qui sont déjà venus acheter votre produit ou votre service. Donc voilà, à chaque fois, on se demande systématiquement, là, quelle est ma cible?
Ensuite, évidemment, quel message passer? Donc, je disais, hein, en fonction des cibles, des objectifs, le message sera forcément différent et en tout cas, il sera adapté à ce support et à cette cible. Donc, la communication, le message, donc, qui passe d'un émetteur, donc vous, l'entreprise, à un récepteur, donc c'est cette fameuse cible. Et donc, voilà, le message qui doit être adapté à cette cible. Ce qui est important, c'est vraiment de bien définir son message et de bien définir son accroche et que ça corresponde aussi, comme je vous le disais, à sa cible. Ça, c'est vraiment important. Donc, comment leur parler, comment leur donner envie de faire appel à vous, d'acheter vos produits, vos services. Donc ça, c'est vraiment important. Et la tonalité de façon globale. Et là aussi, ce qui est important, on parlait par exemple de Burger King qui a cette façon d'écrire qui est très spécifique. Si jamais demain on avait une pub, ou tous les 3 jours, on avait une publicité complètement différente avec des façons de parler différentes, en fait, on serait perdu et on ne s'y retrouverait plus. De la même façon, on peut aussi, par exemple, là, pour les réseaux sociaux, je vous parlais du labo. Le labo, en fait, quand on a monté les réseaux sociaux du labo au début, là aujourd'hui, ils ont arrêté de le faire, mais pendant au moins 5 ans, en fait, le labo parlait sur les réseaux sociaux à la première personne du singulier. Donc, c'était je suis heureux de vous accueillir chez moi, mes labonautes. Voilà. Et donc, il y avait ce côté proximité. Et en fait, on humanisait le labo et donc le village Baïséa d'Orléans. Et donc, ça, c'était notre signature, en fait, dans notre façon de parler. Donc, voilà, cette tonalité, ce style sont vraiment importants à définir et on garde le même. Ça, c'est un petit rappel, hein, vous le savez, en fait. On ne retient que 10 à 30% du message émis. Donc, entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'autre comprend, ce que l'autre retient et ce qui est capable de retranscrire, il y a quand même un gros gap. Donc, d'où l'importance aussi de vous poser à chaque fois la question de quel est le message principal que je souhaite qu'on retienne. Parce que parfois, on peut en écrire des tonnes, on peut dire plein de choses. Mais en fait, si je souhaitais que ma cible ne retienne qu'un message, voilà, quel est-il? Quel serait-il? Donc ça, c'est vraiment important chaque fois de se poser la question pour être sûr que ce message soit vraiment bien clair, simple et surtout bien mis en évidence pour qu'il soit retenu. Et il faut aussi être sûr que son interlocuteur a bien compris le message. Donc, est-ce que je suis compréhensible? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on interprète ça bien correctement? Et est-ce que la façon dont je l'ai présenté va me garantir que les informations essentielles sont retenues? Et ça, c'est un petit schéma que j'aime bien utiliser. J'utilise aussi en gestion de projet. C'est entre ce que le client décrit, ce qui a été budgété, ce que les ingénieurs ont désigné, ce que le fabricant souhaite installer, ce que le marketing a annoncé, ce qui est décrit dans la doc, ce que le client reçoit finalement, ce pourquoi le client a été facturé et ce que le client voulait en réalité, en fait, il y a un monde. Et donc, quand on voit ce que le client voulait, donc c'est là sur le pneu accroché à une branche, ce qu'il a décrit des marches, des planches accrochées à des branches à la branche avec les cordes, ça n'a rien à voir. Et donc voilà, forcément, à chaque fois le message est dilué et donc ça change complètement. Donc voilà, ça c'est important d'être sûr que votre message soit vraiment clair, précis. Alors, les outils, donc ça, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Les outils, en fait, il y en a une multitude. Donc, attention, ils ne sont pas forcément tous faits pour vous. Là encore, on se pose la question de la cible. Quelle est la cible? Pourquoi est-ce que je souhaite communiquer et d'ailleurs, je me souviens à une époque, et je crois maintenant c'est plus le cas, où il y a quelques années, Pépite proposait systématiquement alors les cartes de visite, mais aussi les flyers. Et en fait, les flyers, tout le monde n'en a pas forcément besoin. Donc ça, faut vraiment se poser la question. Tout comme un site internet, certaines peuvent se dire, c'est quand même un gros investissement ma première année. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'en faire un? Pour certains, oui, c'est une obligation. D'autres, est-ce que les réseaux sociaux peuvent suffire? C'est à voir pour le commencer. Donc voilà, il faut vraiment bien réfléchir et étudier tous les différents supports de communication, différents outils qui existent et se demander voilà, qu'est-ce qui est important de faire. Et encore une fois, après, ça s'étale dans la durée. C'est-à-dire que on peut vous dire, OK, l'année N,
je vais mettre ça en place. L'année N+1, je vais développer de nouveaux outils. Et puis l'année N+2, je vais pouvoir développer encore d'autres outils. On peut pas forcément tout faire d'un coup, mais voilà, au fil de l'eau, en fonction du temps que vous avez, en fonction du budget que vous allez pouvoir allouer, vous allez pouvoir développer des outils différents. Donc, bien évidemment, on commence toujours par la charte graphique. Ça, c'est vraiment important. Donc, au-delà de votre nom, c'est d'avoir votre logo avec la charte graphique où, en fait, vous allez avoir toute la palette de couleurs à utiliser. Ça peut être aussi la police. Et puis, on peut avoir aussi un package, par exemple, de pictos qui sont associés. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est dans les chartes graphiques, quand il y a au niveau du logo, que le logo puisse être utilisé aussi parfois tout seul ou juste un élément du logo qui puisse être utilisé tout seul. Dans votre identité graphique, ce qui est important aussi dans la charte graphique, c'est de faire attention à ce que votre couleur de logo et donc votre couleur de charte graphique correspondent bien, là encore, à l'image que vous souhaitez refléter. Et donc, si vous regardez sur Internet, on n'a pas besoin de s'y connaître, vous allez voir, déjà, il suffit de regarder tous les différents logos. On sait par exemple que quand c'est bleu, il va y avoir un côté plus institutionnel, c'est carré. Donc voilà, on va retrouver que des collectivités, par exemple, des entreprises où c'est vraiment là, c'est carré. Dans le luxe dont on parlait tout à l'heure, maintenant on est plutôt dans ce côté, on est passé au côté noir et blanc là, très épuré. Quand on a du vert, forcément il y a un côté plus développement durable. Le côté jaune-orange, on va être plus au niveau du côté plus c'est dynamique, c'est jovial, la communication, etc. Voilà, en fait, on a tout un panel de couleurs qui ont vraiment une signification. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand vous choisissez les couleurs de votre charte graphique, là, si vous les avez pas encore validées. Donc ensuite, on a tout ce qui est marketing direct. Donc là, ça va être tout ce qui est les flyers dont je parlais, les plaquettes. Là, on parlait de bad buzz tout à l'heure. Faire attention. Si vous avez une image très développement durable, on évite les flyers parce que là, on n'a pas ce côté développement durable. Donc, on va trouver d'autres outils. De même que les cartes de visite, finalement, qu'on a avec toute l'identité. On a toujours carte de visite, on peut avoir papier en tête, etc. Et bien maintenant, les entreprises qui ont une vocation vraiment sociale, solidaire, développement durable très forte, souvent, ils vont avoir une carte de visite unique où on peut scanner le QR code et récupérer la carte directement dans notre téléphone. Donc voilà, il faut faire attention, se dire, OK, est-ce que ça correspond vraiment à ce que moi, je souhaite donner comme image? Et pour vous donner un exemple, à Orléans, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, donc il y avait le vélo tour qui était passé à Orléans et eux, ils ont quand même une image assez développement durable. Et en fait, il y a une nuit, ils ont installé des ballons, enfin ils ont accroché des ballons roses, parce que rose c'est la couleur forte, sur toutes les voitures qui étaient stationnées sur les quais de Loire. Et je crois de mémoire, il y avait aussi un petit flyer, mais bon, dans la nuit, il y avait la plupart des ballons qui avaient été explosés par des gens, qui s'étaient dégonflés, qui s'étaient crevés par eux-mêmes, etc. Donc, en termes de pollution, vous imaginez ce que ça donne. Gros bad buzz. Voilà, idem pour certains flyers déposés, la même chose pour d'autres entreprises. Donc là, il faut vraiment vous poser les questions. En revanche, ça peut être utile aussi. Vous allez sur des salons, est-ce que j'ai besoin ou pas d'avoir des plaquettes, des flyers pour montrer ce que je fais? Voilà, posez-vous les questions à chaque fois en fonction de votre entreprise, de ce que vous faites et de votre besoin surtout. Tout ce qui est web, donc site internet, ça évidemment un site internet, ça fait partie des outils qui sont quasiment finalement primordiaux pour une entreprise. Aujourd'hui, si on n'existe pas sur Google, on n'existe pas, à moins du bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus voir les pages jaunes. On cherche sur Internet, sur Google, et même pas sur les pages jaunes, on cherche sur Google. Donc, après, on a quand même les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont les premiers avec les posts sponsorisés, avec les publications sponsorisées, mais autrement, les réseaux sociaux vont apparaître en premier dans les recherches. Donc déjà, le fait d'avoir des réseaux sociaux qui soient bien construits, qui soient régulièrement mis à jour, ça va vous permettre quand même déjà d'apparaître au niveau web et donc d'exister. Mais sinon, un site internet, d'autant plus pour tous ceux qui sont sur du e-commerce par exemple, là vraiment, c'est de l'investissement important. Et pour le e-commerce,
ça veut dire que le référencement aussi est important. Et donc là, on n'est pas que sur le SEO, on est aussi sur, on n'est pas que, on est sur du SEO et du SEA. Donc le référencement payant est obligatoire quand on a un site e-commerce. Mais voilà, bien réfléchir en tout cas à son site internet avec les mots clés pour le référencement. Donc les réseaux sociaux, c'est une évidence pour vous. Mais là aussi, il faut se poser la question de qui est ma cible, pourquoi je vais l'utiliser, comment je vais l'utiliser, et est-ce que ça va bien valoriser mon entreprise. Et donc, en fonction de ce que vous proposez, tous les réseaux sociaux ne seront pas bons. Moi, j'ai certains de mes clients pour qui on est uniquement sur LinkedIn et on a aussi YouTube pour parce qu'on fait des vidéos et donc toutes les vidéos vont aller sur YouTube. Mais les autres réseaux sociaux ne conviennent pas du tout à la cible de ce client-là. En revanche, d'autres ou des copains qui me disent mais j'arrive pas à recruter et je leur dis mais est-ce que tu t'es mis sur TikTok parce que avec ta cible là il faut absolument que tu sois sur TikTok, c'est pas sur les réseaux sociaux où tu es aujourd'hui, tu vas réussir à recruter tous ceux que tu veux. Donc voilà, vraiment faut se poser la question de qui ils sont. Il y a tout ce qui est mailing, newsletter aussi qui fonctionne bien et qui peut être intéressant aussi notamment dans le côté acquisition et puis dans le côté fidélisation. Donc voilà, ça c'est intéressant. Les relations presse, donc ça c'est un outil vraiment très performant. Et à partir du moment où c'est écrit dans la presse, en fait, ça veut dire que c'est vrai puisque c'est le journaliste qui l'a écrit. Donc, il va y avoir une valeur attachée à ce qui va être écrit qui est importante. Et aujourd'hui, vous le savez, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, maintenant, il y a une énorme partie des recherches qui sont effectuées aussi directement via ChatGPT et plus sur Google. Et donc, les entreprises aujourd'hui se demandent, mais alors, comment est-ce que je peux faire pour être bien référencée, moi, sur enfin, je parle de ChatGPT, il y a Claude aussi, etc. Mais donc sur les, au niveau de l'intelligence artificielle et les relations presse sont aussi un bon moyen, en dehors du côté notoriété qu'elles vont permettre. Pourquoi? Donc là, on parle de GEO, et non plus de SEO, de GEO. Et donc, à partir du moment où on a des articles de presse qui sont donc sur le web, ils vont contribuer au référencement de l'entreprise. Et en fait, on s'est aperçu que l'IA va chercher beaucoup sur les sites aussi de presse. Donc, avoir des articles de presse, voilà, ça a des bonnes retombées de notoriété, mais aussi au niveau de référencement. Et l'avantage, c'est que finalement, je me suis aperçue aussi en fait, les articles de presse sont conservés et peuvent être conservés plus d'un an et on peut recevoir des appels un an après encore. Donc voilà, c'est assez intéressant. L'événementiel, ça peut être aussi bien organiser des événements, mais ça va être aussi participer à des salons ou avoir des stands sur des événements divers. Les salons, ils sont intéressants, mais ils peuvent être dans les deux sens. Ça peut être de se dire, là, j'ai pas les moyens de venir dans un salon parce que ça coûte quand même très très cher. Donc, est-ce que j'ai intérêt à y être? Ou alors ce salon-là, il faut vraiment que j'y sois et que j'ai un stand parce que c'est le salon essentiel et c'est là où je vais avoir le maximum de prospects. Ou ça peut être de se dire, alors, ce salon, il est vraiment important pour moi. Maintenant, je n'ai pas les moyens d'avoir un stand. En revanche, je vais prendre une entrée visiteur. Je vais venir avec mes cartes de visite, mes flyers ou autres, ce qu'on veut, ou sur mon ordinateur. Et je vais quand même prospecter de façon indirecte, mais avec juste une casquette visiteur. Donc, qui dit salon aussi, à partir de mon instant, dit forcément tout ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, ça peut être aussi bien les roll-up ou tous les visuels qu'on va mettre sur les murs. Ça peut être les films vidéo qu'on va diffuser sur les télés, des goodies à mettre sur votre stand. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, finalement, c'est ça qui va donner envie de venir sur votre stand. Hein. Ce sont tous les goodies, les bonbons, les gâteaux, etc. C'est comme ça qu'on réussit à attraper au départ les personnes et puis ensuite il faut réussir à les accrocher, à leur parler.
Je parlais de relations presse, faut pas confondre donc les articles donc, qu'on a eu grâce aux relations presse et l'achat d'espace. L'achat d'espace c'est payant et là c'est nous qui écrivons ce que l'on souhaite. Donc il peut y avoir deux choses en achat d'espace, soit une publicité, soit un public reportage. Et moi j'aime bien ce format public reportage et parfois quand mes clients me demandent une campagne de relations presse et que je sais que je vais pas obtenir de retombées ou alors je vais quasiment rien avoir, je leur dis que c'est pas possible. Et quand je pense que ça peut être intéressant, je vais leur proposer une campagne de public reportage que je vais réaliser par exemple sous forme d'interview. Donc en fait, on peut penser que ils ont eu une interview faite par un journaliste qui publiait, mais on verra quand même la mention public reportage, public info, etc. Et donc là, ça veut dire, on comprend que c'est payant, mais tout le monde le voit pas forcément. Et donc parfois, ça peut prêter à confusion. Mais en tout cas, comme aujourd'hui, les médias de presse écrite, ils font, et on a aussi le parallèle aussi sur le web en plus. Donc ça, c'est bien parce que ça reste longtemps. Moi, j'ai une cliente. Il n'y a pas longtemps encore, je suis retombée sur l'article du public reportage qu'on avait fait, qui a été diffusé sur le web et il est toujours là. Donc ça montre que vraiment, là, en termes de référencement, c'est génial. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et ce que j'aime bien, c'est que finalement, quand je vous parlais d'interview, c'est que maintenant, en fait, les médias de presse écrite maquettent l'article depuis le reportage de la même façon que les pages traditionnelles. Donc, on peut se laisser avoir et penser que c'est un article normal écrit par un journaliste. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui ont des boutiques, donc forcément, il va y avoir la partie marquage. Donc, la signalétique, ça c'est vraiment très très important. L'enseigne en faisant attention à bien se renseigner sur les dimensions exactes qu'elle doit faire, etc. Et en n'oubliant pas la taxe d'enseigne que vous allez devoir verser à votre commune. Donc, plus elle est grande, plus on paye cher. Donc là, il faut faire attention à tout ça. Mais sa signalétique, elle est vraiment importante et elle va aller de la fameuse enseigne à ce qu'il va y avoir sur vos vitrines. Ça peut être l'accueil juste devant votre porte, le paillasson à vos couleurs. Ensuite, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique ou du restaurant ou du bar ou autre. Donc voilà, ça c'est assez important. Et puis on a aussi tout ce qui est goodies. Alors là, il faut faire attention. En fait, les goodies, ça fait vraiment toujours envie de se dire tiens, je vais faire tel et tel produit avec mon logo. C'est quand même sympa, c'est classe, on se fait plaisir. Combien de startups on a vu ou de jeunes entreprises se faire plaisir comme ça en faisant des goodies à gogo et au final ils se sont retrouvés avec tous leurs fonds qui ont été écoulés comme ça et l'argent dont ils auraient eu besoin un an après pour investir n'était plus disponible puisqu'il avait été il a été mis dans les goodies et ça c'était l'expérience que nous avait relatée Marjolaine Grondin qui était une start-upeuse et qui était intervenue pour Pépite justement il y a quelques années et je lui avais demandé d'intervenir en fait sur les tops et les flops de l'entrepreneuriat. Et dans les flops, elle avait parlé de ça, justement, qu'elle s'était fait plaisir avec des casquettes, des mugs, des carnets, je sais plus quoi encore, des crayons et tout. Et en fait, tout l'argent de sa levée de fonds était parti, pas tout, mais une grosse partie dedans. Et en fait, il y a une partie dont elle aurait besoin et qu'elle n'avait plus à disposition. Donc, je me permets d'alerter parce que c'est le genre de choses qui peut faire envie, mais il faut faire attention quand on est créateur comme vous. Chaque centime compte. Donc ça, c'est vraiment important. Au niveau de tous vos outils, il faut vraiment faire attention à la cohérence globale et puis bien évidemment au respect de votre plateforme de marque et de votre charte graphique. Je voulais vous montrer très rapidement le parcours d'achat. Juste l'idée, en fait, c'est de comprendre que en fonction de l'endroit où va se trouver votre cible, elle va être dans une posture différente et donc en fait, elle va avoir des besoins différents. Et finalement, pour parler à cette même personne, en fonction de là où elle est dans son parcours, reconnaissance du besoin, recherche d'informations, achat, usage, fidélisation, elle va avoir des besoins différents et donc finalement, vous allez pouvoir mener des actions de communication
complètement différentes, avec des messages qui vont être différents, parce que votre cible n'est pas la même si elle est en tant que si elle est en tant que visiteur ou si elle est en tant qu'ambassadeur. On ne parle pas de la même façon. Voilà, donc ça va être vraiment important de voir. Et puis, comme vous voyez, en fait, il y a tellement d'actions de communication qu'on peut mener, mais vous n'allez jamais pouvoir tout mener en même temps. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment prioriser et se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire là? Qu'est-ce que je dois vraiment mettre en œuvre pour telle ou telle action de communication? Et surtout, et là, on va y venir, c'est par rapport au budget, parce que tout ça, ça a un coût, et d'où cette importance d'avoir cette vision à l'année, parce que imaginez, vous avez, par exemple, en fin d'année, un salon, comme je disais, où il faut absolument aller, ou alors vous souhaitez faire une inauguration, mais vous avez déjà utilisé tout votre budget et donc vous n'avez plus de budget communication pour réaliser votre inauguration, pour participer à ce salon qui est prioritaire, fondamental pour vous. Comment vous faites? Eh bien, vous n'allez pas pouvoir le faire et du coup, vous vous êtes passé à côté de votre année. Donc, le fait d'avoir anticipé sur l'année, ça va vous dire, OK, donc pour cette action qui est prioritaire pour moi, il va falloir vraiment que je dédie un budget spécifique, et ce qui veut dire que sur le reste de l'année, vous aurez moins de budget alloué pour les autres actions. Donc ce budget, justement, il faut que vous sachiez. Alors en fait, il y a plusieurs façons de faire ce budget. Je ne sais plus si je dis après. Non, je ne dis pas après. Il y a plusieurs façons. C'est soit en fait, vous vous dites, OK, dans votre budget là, prévisionnel que vous allez faire là, pour votre première, deuxième et troisième année, en général, ce qu'on vous demande de mémoire chez Pépite, quels sont mes objectifs, de quoi est-ce que je vais avoir besoin sur ces 3 ans, combien ça coûte, et donc là, je priorise, j'étale les dépenses sur les 3 années, et comme ça, j'ai défini mon budget communication que je vais pouvoir intégrer dans notre budget global. Première façon de faire. Seconde façon, et donc ça veut dire aussi que j'ai demandé des devis, que je me suis renseignée, etc. Seconde façon qui est utilisée aussi, c'est de dire, OK, là par rapport à mes recettes, à toutes mes autres dépenses annexes, je peux allouer que voilà, tant d'euros pour mon budget communication pour l'année. Et ensuite, ça veut dire qu'en fonction de ce budget que j'ai, je saurai que je vais devoir faire des priorités et priorisations au niveau des actions de communication, parmi toutes celles auxquelles j'ai pensé, pour que ça rentre dans ce budget qui a été défini. Et parfois, ce sont les banques aussi, si vous demandez des prêts, par exemple, qui vont vous aider à revoir ce budget et vous dire, voilà, ça va, ça va pas, ou ça c'est prioritaire ou pas. Donc, d'où l'importance de vraiment chaque fois se poser les bonnes questions. Après, il y a quand même aujourd'hui des possibilités d'avoir certains outils moins chers que d'autres. Donc, voilà, il faut voir aussi comment faire. Mais ça, c'est vraiment primordial. Surtout, n'oubliez pas votre budget et n'oubliez pas aussi de budgéter. Et parfois, c'est se dire aussi, alors, je parle de la communication, mais c'est plein d'autres choses aussi, se dire, est-ce que je sais faire? Parce que en fait, ce qu'on peut se dire aussi, c'est quand je commence, finalement, moi, je vais laisser... je vais tout gérer moi-même au niveau de la communication parce que j'ai pas les moyens de faire appel à quelqu'un. Et alors, moi, pour vous donner un exemple, la compta, j'ai aucune envie de la gérer moi-même. Faire ma TVA, etc. C'est vraiment, moi, ça me serait une perte de temps et donc d'argent. Et depuis que j'ai créé, alors j'ai créé une première agence et puis après, il y a eu les moments labo et ensuite j'ai créé mon agence actuelle. Mais à chaque fois, c'était tout de suite, c'était moi, je gère rien, donc c'est vous qui gérez. Donc ça, c'est mon expert comptable qui le fait. Je paye une prestation pour ça, mais je sais que ça va me rapporter indirectement de l'argent et puis surtout avoir l'esprit libre. Alors, je sais où je vais, hein, mais c'est juste que voilà, il y a des opérations que j'ai pas envie de faire moi-même. Et pour la communication, ça peut être la même chose, c'est se dire OK, c'est quelque chose que j'aime pas, que je maîtrise pas, que je saurais pas bien faire et tout. Finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de confier un budget à une agence, à pour qu'elle le fasse, ou à freelance pour qu'elle le fasse elle-même. Donc voilà, ça c'est les questions à se poser.
Et donc, bien sûr, le planning, c'est ce que je disais, on a cette fameuse frise chronologique où il faut que ça tienne. Donc ça, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que ça vous permettra de ne rien oublier. Et quand je parlais, par exemple, de ce fameux salon qui était primordial à intégrer dans l'agenda, c'est important. On balaye toute l'année. On voit aussi, par exemple, par rapport aussi aux réseaux sociaux, là aussi, on peut avoir un planning qui est un peu différent de ce planning de stratégie des événements ou de toutes les actions à mener. Il y a des moments aussi stratégiques. Donc, c'est se dire, par exemple, notamment si on prend les commerces, tout ce qui va être toutes les fêtes, les soldes, les Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères, Noël, etc., tout ça. Et en fait, ce sont des moments qui sont phares dans l'année, côté desquels il ne faut pas passer. J'entendais encore des commerçants dire, mais moi, là, il y a la fête des mères, c'est là où je fais mon plus gros chiffre d'affaires de l'année, là, il ne faut pas que je me loupe, là, je suis à fond. Oui, parce que si c'est là où on va faire notre plus gros chiffre d'affaires, il ne faut pas passer à côté, et donc il faut bien l'avoir calé dans l'agenda et avoir anticipé en amont tout ce qu'on va mettre en œuvre. Donc voilà, en fait, on cale tout. Ça va être aussi... est-ce qu'il va y avoir une inauguration? Est-ce qu'il va y avoir la sortie d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, etc. Les salons qui peuvent m'intéresser, on cale tout. Et comme ça, on est sûr de ne rien oublier et ensuite de pouvoir développer des plannings des plans de communication pour chacun de ces, pour chacune de ces, pour chacun de ces événements. Alors, le planning, on peut le faire de plein de façons différentes. Il y a le diagramme de Gantt que vous connaissez certainement, qui va vous aider à gérer les projets, avec à affecter les tâches à des personnes. Vous avez les dates, etc. Et si on change une case, ça va tout changer par la suite. Mais il n'y a pas que ça. On peut très bien faire aussi finalement un tableau Excel ou avoir ça sur un Word, sur un calendrier global. En fait, ce qui compte, c'est que vous en sortiez, vous sachiez bien ce qu'il y a et que vous sachiez bien comment gérer ensuite et ne rien oublier. Après, dans le plan de communication, on va vraiment entrer dans le détail de ce planning et intégrer des jalons, etc., pour être sûr de ne rien oublier ensuite en amont. Je vais donner l'exemple de ce salon, où par exemple on doit sortir une plaquette. Pour la plaquette, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je dois définir tout le contenu, ce qu'on met dedans, la trame, comment est-ce que je vais la faire. Ensuite, la charte graphique, prévoir tous les textes, trouver les photos, et puis la mise en page, la relecture, les corrections et l'impression. En laissant bien des marges pour être sûr de ne pas avoir de retard, parce qu'on peut toujours avoir du retard quelque part. Voilà, donc si on y pense 2 jours avant, potentiellement, ça peut être trop tard. Voilà, d'où cette importance de vraiment anticiper. Et donc, là, on parlait de stratégie de communication, c'est donc le global, vraiment, sur l'année. Et le plan de communication, comme je vous explique à chaque fois, c'est pour chaque événement, chaque action. Là, on fait un plan vraiment dédié à ça. Donc, par exemple, on va faire un plan de communication pour, je parlais d'une inauguration de magasin. OK. Quel est mon plan de communication pour cette inauguration? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Je vais devoir, par exemple, faire la liste des invités, trouver des prestataires pour le traiteur, j'ai envie qu'il y ait des photos, donc je vais mettre un photographe. Il faut que je trouve un photobooth. Je vais communiquer sur les réseaux sociaux, je vais communiquer dans la presse, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà, en fait, je vais tout décliner à chaque fois en me redisant bien, OK, qui est ma cible, quel est mon message, quel est mon planning, quel est mon budget, quels sont les délais, etc., pour bien anticiper et que tout soit bien cadré. Là encore, un plan de communication, en fait, n'a pas une présentation particulière, c'est pour vous. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous retrouviez. Là, on est sur un tableau Excel tout simple, objectif, public, message, donc c'est sa stratégie et plan d'action, support, action, calendrier, budget, organisation. Et voilà, on développe pour chaque objectif. On peut avoir un plan de communication sous Word où on fait, on va tout lister, tout détailler et ça sera très bien aussi à partir du moment où on revoit bien tous les éléments. On peut avoir le côté planning avec les actions, les messages qui soient sous une forme de tableau aussi Excel et ça marche très bien aussi. On peut avoir un côté assez visuel avec pour chaque période, OK, qu'est-ce que j'ai
avec notamment les marronniers. Et puis si je clique dessus, je vais avoir plus de détails. Là encore, on peut avoir un tableau Excel avec voilà tout ce qu'il y a par période et puis par événement. Ou en fonction des cibles, qu'est-ce que je fais tout chaque mois, je détaille, etc. Voilà, on s'en fiche finalement de la façon dont c'est présenté. Ce qui compte, c'est que vous n'oubliez rien et que vous soyez vraiment, voilà, que vous pensiez vraiment à tout. Alors, la communauté, pour parler de la communauté, donc moi j'ai le souvenir vraiment d'un un ancien pépite, ancien entrepreneur qui montait en fait c'était une plateforme en fait de motards et en fait tout ce qu'il faisait c'était autour de la moto et en fait lui il a commencé à créer sa communauté en amont. En fait, il a créé une communauté de motards qui est devenue vraiment très très forte et qui ensuite finalement quand il a lancé son service, il avait toute sa communauté qui était là, il n'avait plus qu'à s'adresser à eux. Donc ça c'est quelque chose qui peut être assez fort. Pourquoi? Parce que la communauté, en fait, elle a participé énormément à notre communication, puis surtout, ça nous permet d'avoir nos cibles directes. Et vous voyez bien finalement que certaines marques ont une communauté très fidèle, et vous êtes peut-être voilà fidèle à certaines marques. Donc il y a le côté fidélisation quand on s'intéresse à sa communauté, qu'on interagit régulièrement avec eux, et une communauté fidèle et donc engagée forcément, elle va être plus susceptible de consommer régulièrement chez vous. Et donc, d'où l'importance de créer des expériences positives et se dire, par exemple, vous voyez, quand vous allez dans un magasin, vous avez une carte de fidélité et puis votre anniversaire, on va vous envoyer, ou ça peut être du en ligne, on vous demande toujours votre date de naissance et à votre anniversaire, comme par hasard, vous allez recevoir un bon d'achat de, je sais pas, 7 euros. Vous n'allez jamais rien acheter à 7 euros, vous allez acheter forcément plus cher. Donc eux, ça les intéresse parce qu'à un moment, vous n'auriez pas acheté, vous allez acheter. Mais vous êtes content. Enfin, donc la cible, le client est content parce qu'on a pensé à notre anniversaire et que on se dit super, il pense à moi, c'est génial. Voilà, on fait des offres, tout comme les offres de soldes qui sont ouvertes avant l'heure, en avant-première pour les clients. Là aussi, en fait, on a ce côté privilégié et donc cette expérience particulière. Ensuite, finalement, la communauté, ça va être les meilleurs ambassadeurs que vous puissiez avoir et ils vont témoigner aussi plus facilement sur la marque. Donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Et alors quand on est en construction de marque, ce qui est intéressant, et je me souviens avoir vu ça aussi avec un étudiant entrepreneur qui montait un café, mais qui était vraiment particulier dans sa façon de fonctionner. Et donc là, on avait vu ensemble finalement que ce qui pouvait être intéressant, c'est que il sollicite sa communauté sur tout ce qu'il allait mettre en œuvre. Alors, il y avait les horaires, mais il y avait aussi même la déco, parce qu'il s'interrogeait, est-ce que je fais comme ci, comme ça, qu'est-ce que je leur apporte, même au niveau des boissons et tout. Et en fait, je lui disais, mais toi, si tu fais des sondages pour essayer de voir avec eux comment agencer, quand ils viendraient, ce qui les intéresse, etc., finalement, tu vas pouvoir proposer un service qui correspond pleinement à ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous aussi, voilà, si vous souhaitez solliciter vos communautés, d'organiser par exemple ces sondages ou de faire des feedbacks sur les produits. Là aussi, en termes de fidélisation, on peut demander à sa communauté de tester en avant-première. Donc voilà, même pour les sites internet, ça se fait beaucoup d'être bêta-testeur. Donc ça, voilà, c'est assez intéressant. Pour ça, ça veut dire qu'il faut développer sa communauté. Comment est-ce qu'on va développer sa communauté? Ça va être avec du contenu de qualité. Donc, depuis quelques années, notamment depuis la crise sanitaire, en fait, il y a ce côté humain qui est vraiment primordial. Et donc, c'est vraiment important et surtout vous allez raconter votre histoire en fait, vous allez raconter ce que vous faites, etc. Vous allez leur partager des informations intéressantes. Ça peut être par exemple, j'en sais rien moi, un côté un peu plus scientifique par exemple. Donc vous allez apporter de la matière et ils vont être instruits. Et donc voilà, ces interactions récurrentes vont faire que ils vont vraiment rester fidèles à votre marque. Ce qui est important, c'est que vous allez publier régulièrement, mais surtout s'il y a des commentaires, enfin des commentaires, d'y répondre.
Et il y a ce côté justement aussi, donc quand je parlais là de la communauté de motards, c'était vraiment sous une forme un peu forum de discussion, et ils échangeaient entre eux, et même entre eux ils donnaient des tips, etc., sans forcément que le modérateur intervienne. Mais c'est intéressant de créer cette communauté où ils vont vraiment interagir aussi les uns avec les autres. On peut aussi organiser des événements en ligne pour la communauté, ou en organiser. Et puis, je parlais là des cartes clients et tout. Ça peut être, voilà, offrir après des avantages particuliers pour sa clientèle fidèle. Il y a différentes façons de gérer sa communauté. Ça peut être avec un CRM pour suivre voilà, toutes les interactions, bien comprendre qui ils sont, etc. Ça peut être aussi avec toutes les newsletters. En fait, à partir du moment où vous allez récupérer de la data, vous allez pouvoir l'utiliser, et donc notamment envoyer ces newsletters. Pourquoi est-ce que à partir du moment où on a acheté en ligne ou en magasin des vêtements, des chaussures ou autres, on est bombardé de newsletters tout le temps? C'est parce qu'ils utilisent nos coordonnées, et qu'ensuite ils savent très bien que ça va nous donner envie d'acheter. Et là encore, on n'oublie pas tous les outils d'analyse qui sont vraiment très importants. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc on définit son objectif. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de développer ma communauté? Qu'est-ce que je veux en faire? Quelle est ma vision? Qui est cette communauté? Donc, bien définir encore sa cible. Ensuite, pour ça, on va choisir les bons canaux. On va créer du contenu de valeur. Donc, ça, c'est important. C'est ce qui va faire que votre communauté va se développer. C'est vraiment votre contenu. Et le fait d'interagir, d'échanger avec eux très régulièrement. On suit ces clés de performance, et ensuite on va pouvoir ajuster la stratégie en fonction des résultats. Et donc en fait, plus tôt vous allez vous construire cette communauté, plus tôt vous allez avoir justement cette base qui vous servira aussi au moment où vous allez pleinement vous lancer. Donc voilà, ça c'est important. Et donc ça peut être aujourd'hui déjà de commencer à avoir votre page entreprise à partir du moment où vous avez votre nom et votre charte graphique, de créer ne serait-ce que votre page LinkedIn, pourquoi pas Instagram, TikTok ou autre, enfin voilà, en fonction Facebook, en fonction de là encore de votre cible, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être partout, et de commencer à faire un peu de teasing, de montrer les avancées, les coulisses, etc. Voilà, on va être dans l'attente de ce qui va se passer par la suite. Donc pour conclure, donc quelques rappels donc c'est voilà, cible, objectif, message, média support. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut toujours avoir en tête. La cible, donc qui est ma cible, que font-ils, comment est-ce qu'ils agissent, quelles sont ses préférences, pourquoi est-ce qu'ils achètent, etc. Bien comprendre qui ils sont. Objectif, pourquoi est-ce que j'ai besoin de communiquer, pourquoi est-ce que je vais le faire, quels sont mes objectifs derrière. Message, le message que je vais passer, à faire attention à ce qu'il corresponde bien à ma cible, à mes objectifs, et que là je présente bien ma promesse, les bénéfices clients, mes arguments, etc., et que je respecte bien la tonalité qui est prévue. Et médias, donc les supports, les outils. Donc bien choisir les bons outils de communication qui correspondent à mon besoin, à ma cible et au message que je dois passer. Je réfléchis bien à mon budget, à mon planning. Et voilà, ça sont vraiment les quatre questions à se poser régulièrement. Voilà. Sinon, voilà, rappel des 8 étapes pour créer votre stratégie. C'est 8 étapes importantes. Donc, les objectifs, comme je disais, que souhaitez-vous? Quels sont vos objectifs? Définir sa cible, positionner son produit, son service. Donc, c'est quelle est la valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Le message, donc on valide le message. Bien choisir les supports. Définir le budget alloué, donc là on a vu tout à l'heure, et donc là en faisant attention à bien respecter ce budget et à bien prendre en compte toutes les actions qu'on va mener en place, d'où l'importance de détailler. On planifie et en faisant attention à bien respecter, qu'on respecte justement, à bien vérifier qu'on respecte les deadlines et faire attention aussi aux délais qu'il peut y avoir. Et puis on suit avec des indicateurs et puis on peut ajuster. Et surtout, ce qui est important
quand on a mené une action, c'est aussi de faire derrière un retour d'expérience, un REX, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir s'améliorer la prochaine fois. Ça, c'est toujours très important à faire. Même si un événement qui est réussi, par exemple, on a tendance à se dire, bah non, c'est bon, ça marchait. Bah non, parce qu'en fait, il y a forcément des points d'amélioration, même s'il est parfait, il y a forcément des choses qui peuvent être améliorées. Donc voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles bonnes idées on peut prendre ailleurs, ou peut-être envoyer un questionnaire et demander ce que le public a aimé et aurait aimé différemment. Voilà. C'était dense parce que en fait en aussi peu de temps c'est compliqué de parler de tout ça. Mais est-ce que vous avez des questions, des remarques, voilà, sur les quelques minutes qui restent? Surtout, n'hésitez pas. Est-ce que c'était clair? Oui, merci beaucoup, c'était très clair. Tant mieux, merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport même à votre entreprise étudiante, hein, si vous vous posez des questions, par exemple, des supports qui peuvent être intéressants ou pas, ou des outils. Moi, je voulais savoir si c'était un peu un souci de changer de slogan au fur et à mesure que l'entreprise, elle évolue. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux peut-être partir sur quelque chose et je me dis que dans quelques mois, peut-être que ça sera plus forcément très aligné avec comment mon entreprise évolue. Voilà, je voulais savoir si ça posait un souci. Alors, quelques mois, si on change au bout de 2 mois, c'est quand même. Bon, après, vous serez peut-être pas pleinement installé au niveau de votre marque, mais il faut faire attention parce qu'il y a certains outils que vous allez avoir créés, donc on ne peut pas tout rechanger. C'est normal pour une entreprise de changer peut-être de slogan au bout de quelques années, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Voilà, c'est pas. Normalement, c'est censé. On a. Alors, autant on peut avoir des missions qui changent ou des services qui changent ou des produits, mais faut pas non plus trop changer. Voilà. Après vous, c'est par exemple, qu'est-ce que vous proposez et quel est aujourd'hui votre slogan? Moi, du coup, c'est un cabinet de conseil en management interculturel, Oui. euh, donc fondé sur l'anthropologie et c'est destiné aux entreprises. Pour le moment, j'ai pas trop de slogans figés, mais du coup, j'imagine qu'il faut partir sur quelque chose d'assez large pour que. Eh Enfin, ben, vous n'êtes pas obligé de mettre un slogan tout de suite. ouais. À la limite, vaut mieux ne pas mettre de slogan et il va venir après avec la pratique. Et là, vous pourrez en rajouter un. Ok. Je pense que c'est mieux Ok. plutôt que là d'en faire un rapidement en vous disant, faut absolument que j'ai un slogan. Il y a des entreprises qui n'ont pas de slogan et c'est pas grave. Ok. Bon, ça me Mm. rassure. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui. Vous avez parlé de quand on a plusieurs cibles. Dans ces cas, ça va si on mixe, par exemple, dans la compte Instagram, des messages pour plusieurs cibles différentes. Ils vont pas se perdre. Alors, donc, en effet, on peut avoir plusieurs cibles et merci, j'ai vraiment me sentir la tête. Et donc, en fait, il vaut mieux vraiment à chaque fois alors, sur les réseaux sociaux, je l'ai pas dit, mais en fait, on peut se dire, mais j'ai pas assez de matière pour communiquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on va tout mettre dans un message, puis après, alors qu'on aurait pu faire peut-être 5 messages, enfin 5 posts avec son ami dans un seul post. Donc, il vaut mieux avoir un message. En général, on dit un post sur les réseaux sociaux, c'est un message et une cible. Donc, il vaut mieux distinguer et faire plusieurs posts plutôt que tout mettre en un parce que ça sera plus simple. Après, on peut avoir des plaquettes, par exemple, où on parle à plusieurs. On peut avoir aussi des volets un peu différents. Par exemple, un recto qui parle plus à une cible et le verso qui parle plus à l'autre à voir comment on fait. Ou sur les sites internet aussi, parfois, on va faire au niveau des boutons d'entrée, et ben on va mettre plutôt justement par cible. Et ensuite, on va détailler nos services, par exemple, ou nos produits, plutôt que de faire, je présente tous mes services, puis après, j'ai alors, pour les entreprises, c'est comme ça, pour les associations, c'est comme ça, enfin voilà. Donc,
le mieux, c'est de vraiment s'adapter à chaque cible. Donc, ça va si on fait un jour un post sur Insta pour une cible et le lendemain, on fait un post pour une autre cible, etc. Oui. Mhm. En fait, le message, il sera plus clair. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Mais là, s'il n'y a plus de questions, on Oui, peut... merci beaucoup d'avoir animé ce webinaire, du coup. C'était vraiment sympa. Et merci à tous les étudiants d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, on se retrouve pour un prochain webinaire alors. Et aussi, Vanessa, est-ce qu'il serait possible de passer votre support de présentation? Plusieurs étudiants ont demandé si ce serait Il possible. sera sur la vidéo déjà. Oh, ok, Donc, pas de souci. il pourra être revu sur la vidéo. Ok, ça marche, pas de souci. Merci beaucoup. De rien. Donc, sur la page YouTube de Pépite. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Parfait. Bon, c'était dense, mais j'espère que vous aurez bien tout retenu. Et voilà, surtout, voilà, posez-vous bien les bonnes questions à chaque fois. Finalement, c'est quelle est ma cible, quel est mon objectif, quel est le message que je souhaite passer et anticiper. Voilà. Merci beaucoup. Et tester avec les autres. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Et au revoir. Merci, au revoir.